Recording is on. C'est parti. Bonjour, ravi de vous avoir avec nous. Je vais vous présenter l'équipe de Zoomanisa très rapidement et ensuite nous allons clairement vous présenter ce que Zoomanisa fait. Alors moi je suis Najib Bouchiba, je suis cofondateur de Zoomanisa, je suis spécialisé dans tout ce qui est sciences cognitives et neurosciences. Nous avons avec nous Nelly Chatou-Diop qui est notre spécialiste en IA, en intelligence artificielle et en blockchain. Elle aussi est une cofondatrice de Zoomanisa. Nous avons aussi avec nous Sami Swihi qui est aussi spécialisé dans tout ce qui est l'intelligence artificielle et la blockchain et qui est membre lui aussi fondateur de Zoomanisa. Mathieu Quignou qui est la personne qui s'occupe de tout ce qui est droit, qui est aussi membre cofondateur de Zoomanisa. Et enfin Hichem Bourak qui est notre tête pensante et qui est aussi membre fondateur de Zoomanisa. Nous allons vous présenter au fur et à mesure sur ce channel, excusez-moi, ce que nous faisons et comment nous le faisons, et nous espérons avoir pas mal de questions derrière. Donc je vais lancer très rapidement le slide. Je vais partager mon écran. Hop, voilà. Et c'est parti. Sami, je te laisse la main. Parfait, merci Naji. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc Zoomanisa, c'est quoi? Zoomanisa en zoulou, ça veut dire lien. Et c'est une action qu'on a menée qui est à l'initiative de Hichem et de Naji et qui vise à créer des liens entre les êtres humains en Afrique et dans le monde. Donc notre mission, elle est pluridisciplinaire, et on a une équipe qui est très complémentaire et diversifiée. Notre équipe, elle est constituée de médecins, de biologistes, de pharmaciens, de personnel de santé, de psychologues, de chercheurs et d'experts en santé numérique. En plus, vu qu'on considère à la fois la partie santé et la partie éthique, juridique et protection des données, on a aussi dans notre équipe des experts en droit et en juridique. Donc, notre action, elle se situe où? Elle se situe dans le paradigme des Smart Cities et particulièrement dans une brique qui est le Smart Health. Donc, on essaye de s'intéresser à toutes les briques qui tournent autour de la santé intelligente. Ces briques-là, ils vont de la personnalisation à la programmabilité, à la prédictivité, à la santé préventive, etc. Donc, comme je l'ai dit, notre mission principale, c'est contribuer à l'amélioration du système de santé en Afrique d'abord et dans le monde, via une innovation frugale qui intègre à la fois la flexibilité, la scalabilité, la simplicité et surtout, il faut que les approches mises en œuvre soient durables, qualitatives et abordables. Donc, l'Afrique, c'est quoi? Aujourd'hui, on a un épiphénomène qui s'appelle Covid. Je l'appelle épiphénomène justement parce que dans l'Afrique, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de morts dues à un système de santé qui est défaillant. Si on peut rien que citer quelques maladies qui persistent encore en Afrique, on a la rage. Ça paraît assez étonnant, mais la rage fait énormément de morts en Afrique. À peu près 20 000 morts dans l'année. On a le VIH, Ebola, le malaria, la dengue, ainsi de suite. Donc, dans tout ce panel de maladies, on a un nouveau invité de marque qui s'appelle le Covid, donc Coronavirus Disease. Et ce Covid, c'est une pandémie qui a impacté tout le monde. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est une explosion du nombre de cas constatés dans le monde et c'est une augmentation exponentielle. Aujourd'hui, on a plus de 3 millions de personnes qui sont atteintes de Covid dans le monde. Donc, dans ce contexte,
Nous proposons un modèle qui est disruptif, qui essaye de s'attaquer à cette pandémie d'une manière assez directe et continue. Donc, on a une vision qui est très court-termiste, qui consiste à gérer l'urgence, un petit peu plus long-termiste, qui consiste à s'intéresser à la problématique du confinement et du déconfinement. Ensuite, là, on est dans une phase de déconfinement pour un certain nombre de pays, mais une question se pose, quid? Quel a été l'impact de cette pandémie dans le monde? Et donc, par conséquent, il faudrait réfléchir à des systèmes qui gèrent le post-déconfinement. Et bien évidemment, en V4 ou en V5 ou en V6, on est sur des approches beaucoup plus prospectives et collaboratives. Donc, notre milestone, il est comme suit. Donc, la naissance de Zoomaniza, il est très, très récent, même si l'idée, elle a germé depuis pas mal de temps. Donc, Zoomaniza a vu le jour en février 2020. Là, vous avez un milestone avec un déploiement que j'espère se poursuivra jusqu'à 2030, voire plus, en espérant que d'ici là, la santé numérique en Afrique et dans le monde serait assez équitable, éthique et développée. Mais en attendant, en avril 2020, on a déployé la V1. Là, on est en train de travailler sur la version 2. En octobre, on pense pouvoir finaliser la V3. Et en janvier, on sera sur la V4. Donc, notre solution est ce qu'on appelle 4P. Donc, une innovation, c'est une caravane 4P. 4P pour prévention, prédiction, participation et personnalisation. Donc, toute notre stratégie, elle est guidée par cela. Et surtout, elle s'adapte au contexte local. Et ça, on y tient. C'est-à-dire que les solutions qu'on souhaite mettre en place devraient s'inspirer du terrain pour évoluer. Donc, sans plus tarder, je vous propose de passer à la première solution que nous avons mis en place et je cède donc la parole à ma collègue Nelly. Merci Samy et bonjour à tous. Donc, je suis là pour vous présenter MySafeChain, qui est une des solutions qui est née grâce à la collaboration et à la convergence augmentée de tout le collectif Zoomaniza. Comment est né MySafeChain? Ça date de début avril. Il me semble que nous tombons sur un article au Cameroun qui parle de l'arrêt de deux jeunes hommes qui ont fabriqué de la chloroquine à base de la farine de maïs et de manioc. Et on se demande, avec nos compétences, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce problème-là, qui finalement existe déjà depuis belle lurette, le sujet de la contrefaçon des médicaments, mais qui explose sur des médicaments spécifiques comme la chloroquine parce qu'il a été identifié comme pouvant combattre le Covid. Comment est-ce qu'on pourrait apporter, grâce à notre caravane, une solution à cela? C'est de là qu'est né MySafeChain, donc c'est très très récent, 6 avril. Next. Donc, c'est quoi la mission? L'idée, c'est de protéger les populations, toujours dans cette idée de caravane 4P. Donc, on a parlé de prévention, de personnalisation. Voilà. Donc, dans cette idée d'innovation frugale, comment imaginer un système qui permet, grâce à la blockchain et plus tard à l'intelligence artificielle aussi, sur quelques briques, de permettre à la fois une protection des populations contre les médicaments contrefaits et renforce aussi les autorités sanitaires de chaque pays dans la lutte contre le marché noir, dans l'approche de pharmacovigilance que pas mal de gouvernements déjà en Afrique ont mis en place et sont sensibles. Donc, nous voyons ça au-delà de la protection de la santé des populations aussi comme un garant, si on pense aux laboratoires locaux, de la sécurisation finalement de toute la chaîne de valeur au sein des acteurs qui jouent le jeu, de la protection aussi de ces populations-là. Next. Donc, comment ça se décrit un peu? Quels sont les bénéfices finalement pour les différents utilisateurs d'une telle plateforme? On a parlé des agences sanitaires qui, elles, ont le devoir finalement de mettre en place des stratégies
pour lutter contre ces médicaments contrefaits. Quelques chiffres. Hein. Au niveau mondial, on parle de 15% de médicaments contrefaits, à peu près 1 million de morts chaque année. En Afrique, nos sources nous indiquent entre 50 et 70% de médicaments contrefaits aujourd'hui vendus. Donc, quand c'est inoffensif, on peut se dire c'est juste une perte d'argent, mais quand les principes qui sont mis sont malsains, là, vraiment, on parle de ça génère vraiment des morts. Donc, les autorités sanitaires, grâce à notre solution, pourront très facilement identifier les zones les plus dangereuses, les zones dans lesquelles finalement il y a une prépondérance de ce type de médicaments-là inconnus. Les laboratoires, les fabricants pourront, eux, avoir une traçabilité de leurs produits, pourront aussi, grâce à des alertes, un système d'alerting, pouvoir avoir un monitoring précis de la chaîne de distribution et de l'utilisation. Et enfin, ça nous tenait à cœur parce qu'on pense toujours que la population doit être l'acteur principal dans toutes les solutions qu'on pense pour l'Afrique, parce que bien évidemment, nos gouvernements n'ont pas les mêmes budgets que les gouvernements occidentaux pour avoir des multitudes d'agents. Donc, mobiliser cette population-là, d'autant que la solution lui est destinée pour qu'elle participe à l'enrichissement et à la lutte pour la protection de sa propre santé était primordial pour nous. Donc, l'app, évidemment, c'est disponible au niveau de la population et ça lui permet de faire quoi? Très simplement, en scannant le barcode d'un médicament, de pouvoir en vérifier l'authenticité. Et si le médicament est inconnu, on ne va pas s'hasarder à dire tout de suite qu'il est contrefait. S'il est inconnu, à pouvoir remonter très facilement une alerte qui va arriver au niveau des laboratoires et arriver au niveau des agences sanitaires et qui pourront ensuite déployer les agents pour vérifier si jamais il y a un vrai souci dans une zone particulière. Next. Donc là, c'est quelques screenshots de l'application. C'était juste pour vous montrer à quel point on a pensé à un design très simple. Et tout ça aussi, cette frugalité-là, cette approche très user-friendly, elle est aussi possible grâce au collectif, grâce à la force du collectif. On vous l'a dit, Sani espère sur la blockchain, l'intelligence artificielle, Nagis sur toutes les approches neurosciences, UX, Hichem sur toute l'approche santé, quelles sont les vraies problématiques de la santé, et grâce à Mathieu aussi qui nous sensibilise à la gestion des données, ça nous a permis de concevoir vraiment quelque chose de facilement appréhendable, facilement utilisable pour les populations et facilement compréhensible. Voilà. Et je passe la main à Sani de nouveau pour vous présenter la prochaine solution. Merci Nelly. Donc la solution qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui, enfin la deuxième solution qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui, s'intitule You Take Care. Donc c'est un jeu de mots, vous l'aurez compris, ça vient de You Take Care of Us, ou prenez soin de nous. Donc dans quel contexte on se situe? Donc encore une fois, après une phase de confinement qui a été très très éprouvante, enfin ça dépend des pays, il y a des pays où ça a été beaucoup plus strict que d'autres. Là, une question se pose et concerne le déconfinement. Et avec le déconfinement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui restent encore vulnérables au Covid? Parce que finalement, le virus, il vient encore parmi nous. Certains pays se posent la question de laisser les personnes âgées ou ceux atteints de comorbidité à la maison. Après un confinement qui a duré plus de 2 mois, vous conviendrez que c'est un petit peu plus difficile. D'autres pays se sont dit, autant suivre les personnes qui sont atteintes de Covid. Donc, notamment l'application Stop Covid en France qui va bientôt voir le jour, ou l'application que nous a sorti le tandem Google et Apple, ou la solution chinoise avec le suivi de QR code. Bref, toutes ces solutions ont des problèmes, vous l'aurez compris. Nous, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre cela à contre-pied et aller vers une solution qui respecte la vie privée des gens et qui est éthique. Donc, je tiens à noter que You Take Care a fait l'objet d'une publication qui sera publiée par Elsevier et qui a été coécrite par Lamine Amour de l'Université Paris-Créteil et du PI, Mathieu Cuignot, donc on l'a présenté, Sarah Tucci du CEA, Hichem Bourak et moi-même. Ce papier s'intitule You Take Care in Lawful Decentralization of Personal Data for a Respectful Decontainment in the Context of COVID-19.
Next. Donc, qu'est-ce qui est différent entre notre approche et les approches classiques? Donc, notre approche, elle se base non pas sur le suivi des personnes atteintes du Covid, mais justement pour assurer la protection des personnes vulnérables. Donc, nous, notre module principal consiste à prédire déjà ce que c'est une vulnérabilité. Donc, on essaye de prédire qui est vulnérable, de qui ne l'est pas. Là où les autres applications ne se basent pas du tout sur la prédiction, cette prédiction, je vais revenir après, elle se base sur des approches d'intelligence artificielle. En plus, là où les autres applications vont enregistrer la plupart des gens, donc ceux atteints du Covid, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont vulnérables, nous, on s'intéresse uniquement aux personnes à risque. Et au lieu de traquer tout le monde, donc ça va de soi que cela va impacter la vie privée de tout un chacun, nous, on essaie de construire une heatmap avec les zones à éviter pour justement favoriser le déconfinement intelligent et assurer la protection de tout un chacun en assurant une distanciation sociale. Next. Donc, vous avez là quelques screenshots de l'application. Pourquoi cela? Parce que je voulais que vous voyez l'utilisation de l'application et la simplicité de son usage. Donc, vous avez un premier écran où une personne vulnérable doit saisir son sexe, sa taille, son poids, son âge. Ça nous sert notamment à calculer l'indice de masse corporelle. Et vous savez que le Covid impacte différemment les hommes et les femmes. Le deuxième screen que je vous présente ici permet à l'utilisateur de sélectionner les morbidités qu'il a. Donc, est-ce que, par exemple, il est atteint d'insuffisance rénale? Et enfin, on lui affiche un score de vulnérabilité qui est sur une échelle de 0 à 100. Donc, comment calcule-t-on ce fameux score de vulnérabilité? Vous savez, tout comme moi, que la donnée en ces temps de Covid est devenue très, très rare. Donc, il est très difficile de trouver des bases de données, encore moins trouver des bases de données qui vont agréger l'ensemble des paramètres qui peuvent impacter la vulnérabilité. Donc, on a trouvé 3 bases de données qui nous ont paru très intéressantes, une américaine, une anglaise, une chinoise. Avec ces bases de données, on a pu construire 3 modèles. Un qui va évaluer la vulnérabilité selon l'âge, l'autre qui va évaluer la vulnérabilité selon l'indice de masse corporelle, et enfin, un qui va se baser sur les morbidités. Et enfin, donc ces 3 modèles nous sortent chacun un résultat, et ces 3 résultats rentrent dans une moulinette qui va les fusionner. Donc, on utilise pour les connaisseurs la fonction de croyance, enfin la théorie des fonctions de croyance, afin de pouvoir avoir un seul score agrégé à la fin. Next. Donc, à part l'enregistrement, qu'est-ce qu'on peut également faire? Une personne vulnérable, une personne qui souhaite tout simplement maintenir une certaine distanciation sociale, il peut exploiter son score de vulnérabilité. Donc, ça lui permet de générer une preuve qu'il est vulnérable, et avec cette preuve, il peut créer ce qu'on appelle un périmètre de sécurisation. Ce périmètre utilise la technologie Bluetooth en mode balise, donc il va envoyer en permanence: attention, je suis une personne vulnérable, j'ai besoin de distanciation sociale, merci d'éviter cette zone. Donc une personne qui va s'en approcher, dès qu'il arriverait dans le périmètre Bluetooth, recevrait une notification, et on compte sur la bonne intelligence de la population pour que les personnes saines protègent les personnes les plus vulnérables. Bien évidemment, une question se pose et concerne notamment la partie juridique et la partie est-ce que les données sont anonymes, et je pense que sur ce point, je laisserai les personnes sachantes présenter, en l'occurrence mon collègue Mathieu Quignou. Merci Samy. Oui, alors effectivement, la question de l'anonymisation des données, c'est quelque chose d'assez central pour des données sensibles comme les données de santé. En Europe, on a la chance, entre guillemets, d'avoir quand même un outil qui permet de protéger la population, qui est le RGPD. C'est pas le cas dans tous les pays. Notamment dans un certain nombre de pays d'Afrique, il n'y a pas d'équivalent. Par ailleurs, RGPD traite un certain nombre de questions, mais à partir du moment où le système est complètement anonymisé, ou permet d'atteindre une anonymisation, on peut tout à fait finalement se passer d'un certain nombre des prérequis et des dispositions qui figurent dans ce texte. Donc c'est un peu une approche qui est celle du Take Care, en prenant en fait comme logique la preuve à divulgation nulle de connaissance, donc le Zero Knowledge Proof, là, comme vous voyez dans ce texte. Donc qu'est-ce que c'est le Zero Knowledge Proof?
ou la preuve à divulgation nulle de connaissances, c'est un système qui permet de prouver, par exemple, qu'on est vulnérable, sans avoir à partager le fait qu'on a telle ou telle comorbidité, qu'on pèse tel ou tel poids, qu'on a tel ou tel âge. Donc ça, c'est assez intéressant d'un point de vue de la gestion des données personnelles. Ça permet en fait de prouver un droit d'accès, par exemple. Ça permet aussi de justifier qu'on est bien légitime à demander une distance physique avec d'autres personnes qui seraient dans le périmètre Bluetooth. Donc, c'est quelque chose qui commence à être un petit peu développé, qui est réfléchi notamment sur dans les logiques d'identité autosouveraine. Et nous, on s'est dit que c'était intéressant de déployer une telle logique qui se prête très bien à la décentralisation. Et la décentralisation est même, on peut dire, une condition sine qua non au déploiement de preuves à divulgation nulle de connaissances, puisque ça permet en fait d'éviter qu'une autorité centrale ne dispose de ces données-là. Et donc, comme l'autodiagnostic, enfin le diagnostic par intelligence artificielle est réalisé sur le téléphone de la personne, et que justement on invite les personnes à le faire en mode déconnecté avec un effacement complet en fait des données de santé sensibles, on se retrouve sur un système où la personne a pu faire son auto-évaluation sans passer par un médecin qui serait potentiellement susceptible, comme on le voit en France, hein, comme c'est discuté, de vendre et d'être incité à vendre, à faire remonter les données dans le système de santé à des administrations centrales. Là, on est sur un système où la personne s'auto-évalue et peut après ensuite déclarer qu'elle est vulnérable. Donc c'est une approche complètement différente qui responsabilise l'individu et qui par ailleurs lui assure un vrai niveau d'anonymat et une protection presque par design de ces données. Donc c'est ce qu'on appelle l'ethics by design, et pour nous c'est un point assez central dans les développements. Donc voilà, ce point-là, merci. Alors, comme vous l'avez remarqué, voici les différents fondateurs et membres fondateurs de Zoomaniza, hein. Ishan Borak, Sami Swahi, Mathieu Kinyou, Nelly Chatou-Diop et Najib Bouchiba, moi-même. C'est vraiment c'est très important de pouvoir vous présenter ça et d'expliquer pourquoi aussi ça s'inscrit dans le domaine de la legal tech et de la smart city. Parce que il nous semble pour nous aussi, c'est que ce droit à la portabilité des données est quelque chose qui est très important et qui est souvent on va dire, oublié ou mis de côté dans beaucoup de sujets. Et c'est quelque chose qui, en termes de valeur au sein de Zoomaniza, est très, très important. Donc, si vous avez envie de nous contacter, n'hésitez pas à contacter l'une de nos adresses, quel que soit le membre, avec grand plaisir. Et je te laisse reprendre la main, Samy. Merci, Neji. Donc, Zoomaniza, on a dit que c'était une équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs personnes de différents horizons et avec de différentes compétences. Mais réellement, comment nous sommes structurés? Nous sommes structurés sous forme d'un noyau dur, et autour de ce noyau dur, nous avons 3 comités. Un comité qui va s'intéresser aux problématiques scientifiques et aux verrous technologiques, un comité qui va plus s'intéresser aux questions d'éthique et juridique, et un dernier comité qui va plus s'intéresser aux questions stratégique. Donc, nos partenaires, ils viennent de différents horizons, comme j'ai pu le dire. Donc, on a des universitaires qui viennent de l'UPEC, et notamment de l'école Epizen, qui est une école d'ingénieurs de santé numérique, d'associations comme Edupi, 10 000 codeurs, Agico, de cabinets d'avocats, d'entreprises comme Edgera, Tezos, Giotto, et d'équipes de recherche comme l'affaire ITAN de l'UNESCO. Je ne cite pas tout le monde, bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Suivant. Donc, où est-ce que nous sommes déployés? Parce que ça, c'est très important. On a dit que notre approche, elle vient du terrain. Et donc, on a voulu pouvoir déployer rapidement nos solutions, justement pour avoir des feedbacks qui nous permettent d'améliorer le résultat et le rendu final. Donc, aujourd'hui, nous sommes déployés au Sénégal, au Burkina Faso et en Algérie. Donc, alors, maintenant qu'on vous a présenté ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et l'après, parce que ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, qu'est-ce qu'on va faire après cette ère de Covid? Zoomaniza souhaite s'orienter et se diriger vers la mise en œuvre d'un label éthique et garant de la protection individuelle des données. Donc, toutes les applications labellisées par Zoomaniza devraient respecter ces codes de valeur.
Voilà, je vous remercie. Donc, cela clôt notre présentation et je vous invite bien évidemment à poser les questions qui est de droit ou quand vous voulez, exactement. Merci beaucoup, Samy. je te remercie. C'est clair et Zoomaniza aussi, comme nous l'expliquions, ce sont des solutions qui sont faites en interne, mais aussi avec des partenaires. Et nous avons aussi l'envie de pouvoir couvrir un énorme scope, comme le scope lié à la psychologie, et notamment aux aspects psychologiques et les traumas qui sont liés au confinement et au déconfinement. Donc voilà, nous essayons de toucher l'ensemble des différents spectres que vous avez pu voir et qui sont dans le domaine de la santé. Et nous vous invitons vraiment à venir vers nous si vous êtes intéressé par nos valeurs, la manière dont nous travaillons et surtout par l'éthique, l'inclusion by design et par l'esprit d'équipe et de faire aussi de l'Afrique un continent où la santé connectée sera florissante et surtout centrée utilisateur et habitant africain. Et éventuellement le monde aussi. Merci beaucoup. Je crois qu'Hichem voulait prendre la parole. Oui, juste, donc vraiment, je vous remercie tous. L'un des thèmes sur lesquels on souhaite vraiment travailler beaucoup et sensibiliser et promouvoir et agir dans ce sens, c'est la gouvernance. Donc, et l'importance de l'éthique by design ou bien de la technologie décentralisée, de la privacy et au-delà de ça, des collaborations inclusives avec les partenaires locaux, c'est de travailler à la contribution, une gouvernance qui ne soit pas sous tutelle, qu'elle soit technologique ou autre. Mais au niveau de la technologie, on travaille vraiment en ce sens-là. Et en Afrique, il y a on a beaucoup de partenaires qui sont justement qui vont dans ce sens-là et qui enrichissent notre réflexion. Donc cette démarche de gouvernance qui est portée par l'éthique by design, qui est transversale à absolument toutes nos solutions, qui sont également interopérables. L'interopérabilité est très importante dans le cadre de cette caravane 4P, entre guillemets. Et là-dessus, nous, ce qu'on souhaite également, c'est d'avoir des contributions à forte valeur ajoutée et impact positif, durable. Donc, en tout cas, voilà. Bon, je vous remercie tous et n'hésitez pas à nous contacter encore une fois et que ce soit, pour ceux qui nous connaissent, nous contacter directement ou aller directement sur les contacts et les réseaux Zoomaniza. Merci. Bien. Ben, merci pour votre intervention. Merci à toi, Gianni. Merci à vous. Merci au Smart Summit, Gianni et Marc. Bravo, frère. Superbe événement et nous sommes ravis d'être parmi vous. Oui, on est ravis de vous accueillir en tout cas. Merci. Super. Merci. Même l'application Made in Africa Eventizer, génial. Exactement. Ça marche bien. Donc, Non, mais ça marche bien, bien sûr. Et non, nickel, c'est super. C'est dans la même direction que la nôtre, hein, c'est s'appuyer sur des solutions qui sont déjà sur le terrain pour pouvoir montrer que tout est possible. Voilà, au sein du réseau Bonus, parler, Eventizer, le mettre en avant également. Oui, on va faire ça là. Après le salon, là, ouais. On va essayer de lancer ça en avant. Merci beaucoup. Allez, je coupe l'enregistrement. Merci. Très bien. Merci.